Ils vont nous décrypter la loi de financement de la sécurité sociale en 2016. Il est vrai que notre première session de ce webinaire parlait d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le projet a été adopté lundi dernier, devenu une loi, et l'objectif de ce webinaire, c'est donc de vous présenter les principales mesures et les impacts que cette loi pour 2016 va avoir sur vos régimes. Avant de démarrer et de vous présenter le sommaire de ce webinaire, petite précision technique, vous allez recevoir à la fin de ce webinaire, sur la dernière page, en vous déconnectant, le support de cette présentation. Donc ne vous impatientez pas, vous pourrez le télécharger directement. Si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous l'adressera bien évidemment par email. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le long de ce webinaire à travers la fonction chat, qui est en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure du webinaire et bien évidemment nous répondrons aux questions également en fin de présentation. Ceci étant dit, ce que je vous propose, Florence, Pascal, bonjour. Bonjour. Et démarrons avec le sommaire de votre intervention, 3 grandes parties, le calendrier, les principales mesures et puis ce qui était encore dans les esprits de tout le monde et qui n'est pas encore complètement arrivé. C'est bien ça? À peu près, oui. Alors, le calendrier législatif. Vous vouliez nous faire un petit rappel sur comment ça s'est passé oui. Et pourquoi, en fait, voilà. Juste, bon, le calendrier, comme la loi a été votée, on pourrait se dire que ça n'a pas trop d'importance, mais c'est intéressant quand même, Florence, de vous expliquer ce qui s'est passé rapidement. Pourquoi? Parce que quand il y a la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on peut voir sur quel point précis les députés et les sénateurs discutent, et on a également, on peut lire la teneur de ces discussions, et on sait donc en fait quels sont les enjeux, et ça peut permettre d'éclairer aussi parfois certains textes de loi qui sont un peu abscons, et d'avoir une position plus claire. Sachant que cette année, ça a été assez agité sur ce projet de loi, et Exactement. Florence, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé entre l'Assemblée, le Sénat et les commissions paritaires? Enfin, ça a été une lutte acharnée. Exactement. Enfin, ça fait déjà le cas depuis quelques années maintenant. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale il fait l'objet de pas mal de débats et notamment d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est que en fait les textes sont assez longs en fait à être votés, c'est qu'ils font des allers-retours, ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc ils font des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour se mettre d'accord. Avec 2 majorités différentes. Exactement, dans chaque assemblée, d'où le problème en fait, qui se pose en fait puisque une assemblée vote un texte et l'autre en vote un autre. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est effectivement l'Assemblée nationale donc le texte a été déposé initialement donc début du mois d'octobre, voté fin du mois d'octobre. Il a été transféré au Sénat qui en fait a détricoté, on va dire, une partie de ce que avait voté l'Assemblée nationale. Donc il a voté lui à peu près une quinzaine de jours plus tard, donc le 17 novembre. Il s'est tenu donc une commission paritaire mixte qui est composée des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pour essayer de trouver en fait un accord sur un texte un peu à mi-chemin entre les deux. Bon, toutefois, à cause du fait que c'est 2 oppositions politiques différentes, cet accord est impossible à trouver, et de toute façon, le gouvernement n'était pas favorable finalement aux mesures qui avaient été adoptées par le Sénat. Donc, le texte est reparti à l'Assemblée nationale, il a été voté très très rapidement, ils ont voté quasiment le même texte que celui initialement voté, mais avec quelques modifications à la marge qui peuvent quand même être intéressantes. Et donc ce texte a été réadressé donc au Sénat, donc le 24 novembre. Là, le Sénat en fait a carrément rejeté le texte en estimant qu'il n'était pas conforme, qu'il ne remplissait pas les conditions, etc. Que sont censés remplir un projet de loi de financement de sécurité sociale, il n'assurait pas l'égalité des chances, etc. Il estimait que les recettes étaient insuffisantes, donc toute une série de mesures. Une position brutale. Exactement. En fait, ils n'ont carrément même pas voté eux-mêmes de texte. Ils ont dit, en gros, ils ont rejeté le texte de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de débat. Ça a été assez rapide. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là?
et on ne repasse pas forcément devant une commission paritaire mixte, le texte repasse à nouveau donc devant l'Assemblée nationale qui là, elle a le dernier mot, c'est elle qui va voter le texte définitif, ce qu'elle a fait donc le 30 novembre 2015 et en gros elle a voté exactement le même texte que celui qu'elle avait voté le 23 novembre 2015. Alors, du coup, texte voté, les principales mesures. Alors, juste avant, pour vous dire, il y aura quand même un dernier épisode, bien entendu, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'à chaque fois que la loi de financement de la sécurité sociale est votée, le Conseil constitutionnel est saisi et les sénateurs, ainsi que l'opposition à l'Assemblée nationale, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel sous peu. Donc, effectivement, dans le calendrier, ça reporte à quelques points de suspension, mais assez fins. Il faudra voir quels sont les arguments, sur quoi est fondé le recours des élus, et est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent. Alors, bonne transition par rapport aux principales mesures qui sont dans ce texte. La première, qui est une mesure qui est amenée par l'article 11 du texte de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est plutôt une bonne nouvelle, Pascal. Oui, on va commencer par les bonnes nouvelles, ça changera un peu. Alors, comme vous le savez, les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise sont soumis à un régime spécifique favorable en matière de charges sociales. C'est-à-dire que la participation de l'employeur, si elle remplit toutes les obligations réglementaires, est exonérée de charges sociales, en échange de quoi il est simplement versé un forfait social de 8%. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises mettent en place tout leur régime de protection sociale. Et en cas de contrôle URSSAF, qu'est-ce qui se passe? C'est le contrôleur URSSAF, s'il détecte une anomalie, il considère que l'avantage social qui était donné est indu, et donc il redresse sur l'année en cours, plus les 3 années en cours, plus les 3 années précédentes, et il demande donc la différence entre le forfait social et les charges sociales normales qui devraient être payées, qui est d'à peu près de 40%, 40 points plus précisément, et ce qui fait qu'il peut faire une somme énorme sur 4 ans sur toutes les têtes de l'entreprise. Vous avez un problème dans votre régime, il y a quelque chose qui n'allait pas, il y a une personne qui n'est pas dedans alors qu'elle devait y être, vous perdez le caractère collectif ou le caractère obligatoire, on vous redresse tout, vous prenez un redressement sur 4 ans sur toutes les têtes de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise de 5000 personnes, ça peut faire des sommes énormes. Même s'il y a plusieurs collèges. Mais alors c'est sur le collège en question. Sur le collège concerné. Ce sera le collège cadre, ce sera que les cadres, c'est le collège non cadre, ce sera que les non cadres. Et là, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on... Et la bonne nouvelle, c'est un retour au pragmatisme un peu. Exactement. Le législateur reconnaît de manière un petit peu indirecte que tout cet empilage de règles devient de plus en plus complexe à gérer pour les entreprises et a souhaité donner un petit peu de souplesse et puis une bulle d'oxygène, on va dire, en cas de redressement. Pourquoi? Parce que dorénavant, la règle du redressement total sur toutes les têtes est conservée, mais elle devient presque l'exception. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des redressements qui seront réduits et qui cette fois-ci porteront uniquement sur les têtes des personnes pour lesquelles on a détecté un problème. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ça signifie qu'autrefois, si j'avais une personne qui n'était pas dans le régime et qui devait y être, je me prenais un redressement sur tout le régime, admettons sur un régime ensemble du personnel. Demain, vu que cette loi a été votée, si j'ai une personne ou 2 ou 3 qui ne sont pas dans le régime alors qu'elle devrait y être, l'entreprise va se faire redresser sur ces 2 ou 3 têtes seulement. Donc ça n'a plus rien à voir. Vous voyez, concrètement, Pascal, ça veut dire que c'est plus très grave en fait de ne pas être conforme à la réglementation. Alors non, parce que allons jusqu'au bout du point. Je laisserai Florence après terminer sur le sujet. Alors, pourquoi c'est pas très grave, Florence vous l'expliquera, mais moi je veux juste vous expliquer les cas dans lesquels vous avez droit à ce mini-redressement. Ah, parce que c'est pas n'importe quelle justification qui permet d'avoir un redressement. Exactement. D'accord. Exactement. Le redressement sera réduit à 1,5 fois les sommes dues par salarié concerné si le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère collectif et obligatoire. Donc là, vous aurez un redressement de 1,5 fois les charges sociales qui auraient dû être payées par tête, s'il s'agit d'un problème de dispense ou de justificatif. Vous savez, les régimes sont obligatoires, mais malgré tout, on peut se dispenser. Et pour être dispensé, c'est dans des cadres très précis et il faut garder les justificatifs. Notamment, on est déjà couvert par ailleurs par un autre régime obligatoire. Souvent, les entreprises ont du mal à conserver ces justificatifs. Donc, le contrôleur URSSAF arrive, voit que M. Tartampion et Mme Michu ne sont pas dans le régime et il leur demande pourquoi. L'employeur dit, mais parce qu'ils sont dispensés. Très bien, donnez-moi la dispense, le justificatif, je ne l'ai plus, je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Redressement, autrefois, totalité du régime, désormais uniquement sur la tête de Mme Michu et M. Tartampion. C'est plus du tout le même impact, mais c'est que dans ce cas-là. Alors, question, on parle de dispense. Mon acte est mal conçu, j'ai pas créé toutes les dispenses et j'ai dispensé quelqu'un, il m'a justifié les choses, mais il y avait une petite erreur un écart entre ce
que j'avais prévu dans l'acte et ce que j'ai appliqué réellement. Là aussi, je rentre dans ce cadre-là. Là, je pense que vous rentrerez plutôt dans le cadre, l'autre cadre, mais qui est toujours avantageux. Dès lors que vous avez commis une erreur de bonne foi, vous aurez cette fois-ci un redressement qui sera limité à 3 fois les sommes dues et pas 1,5 fois, par tête concernée également. C'est donc encore très avantageux, même si c'est quand même plus important que 1,5 fois, parce que c'est 3 fois. Mais là, on est dans le cadre d'une erreur. Et justement, tout à l'heure, vous me posiez la question, enfin, tu me posais la question, est-ce que c'est dans tous les cas que j'aurai ce système? Eh bien non, parce que là, je laisse la parole à Florence qui vous donnera le cas typique où vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Voilà, effectivement, il faut quand même, donc là, on part sur un principe, si vous voulez, de j'ai commis une erreur, mais je suis de bonne foi. C'est-à-dire qu'il me manque quelques justificatifs ou il me manque quelques éléments, en fait, pour rendre mon régime complètement collectif et obligatoire. Et ce sont des erreurs parce que bon, ben, j'ai perdu des justificatifs ou je n'ai pas bien compris la réglementation. Et donc, que, en fait, ben, le manquement qui a été constaté ne résulte pas d'une méconnaissance d'une particulière gravité, donc des règles qui sont édictées en fait pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Donc j'ai fait une erreur, mais je suis de bonne foi. Donc une nuance entre l'erreur et la fraude volontaire. Exactement. Donc à nouveau, si je ne me trouve pas dans ce cas de figure où j'ai fait une erreur et que je suis de bonne foi, à ce moment-là, le contrôleur URSSAF va appliquer les règles de redressement donc antérieures, c'est-à-dire qu'il redresse tout le régime alors qu'il y a une seule personne qui n'est pas dedans. Ce qui répond à ta question tout à l'heure, quand tu me disais, mais alors c'est pas très grave, je m'en moque, j'ai qu'à ne pas garder mes justificatifs. Eh bien, dans l'absolu, non, parce que s'il arrive à être démontré que l'entreprise n'est pas dans les règles parce que justement elle s'en moque, parce que c'est pas très grave, dans ces cas-là, nous, en tout cas, on ne pourra pas affirmer que l'entreprise ne se met pas en risque d'avoir un redressement cette fois-ci total. Oui, parce que malgré tout, c'était un outil qui était à la disposition des contrôleurs URSSAF tout à fait, pour être un peu plus indulgent que la règle normale. Exactement. Mais c'est à lui d'apprécier la méconnaissance d'une particulière gravité. C'est-à-dire que si vous lui dites, mettons par exemple, vous avez une population de, je ne sais pas moi, 50 CDD et vous avez, par exemple, vous ne retrouvez pas le justificatif d'avoir proposé le régime aux salariés et donc de leur dispense, en fait, vous ne le retrouvez pas pour 5-6 personnes. À ce moment-là, le contrôleur va dire, bon, bah, vous ne le retrouvez pas, mais vous les avez produits pour tous les autres. Donc, si vous voulez, ça montre là, vous êtes plutôt de bonne foi. Si par contre, on n'en retrouve aucun, bon, là, vous comprendrez bien que le contrôleur va vous dire, c'est juste qu'en fait, vous ne lui avez juste pas proposé le régime. Donc, la bonne foi n'est pas avérée. Donc, la bonne foi ici ne sera pas avérée. Donc, là, il va partir du principe que la méconnaissance, en fait, qui a été observée des règles d'exonération, elle est quand même assez sérieuse. Et donc, à ce moment-là, il va adopter les anciennes, les règles qu'on connaissait jusqu'à maintenant de redressement total. Et par ailleurs, on a parlé d'erreur. Mais si errare manumet, perseverare devolicum. Oui. Eh bien, si le contrôleur URSSAF vous a fait une première remarque lors d'un premier contrôle en disant là vous avez fait une erreur, je comprends c'est compliqué, je vous fais un redressement limité, mais ou pas de redressement d'ailleurs, c'est juste un avertissement, et s'il revient 2 ans après et qu'il y a les mêmes erreurs qui ont déjà été soulignées et qui ne sont toujours pas corrigées, alors là, il considérera que vous avez fait exprès et donc du coup, le redressement sera total, il n'y aura plus d'avantage. Et là, je crois que nous avons une autre citation latine. Et une autre citation latine aussi pour terminer, parce que j'aime bien les citations latines, c'est qu'il ne faut pas frauder en fait, il ne faut pas faire exprès de se tromper. En droit, on dit fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout. Si vous faites exprès de frauder, eh bien évidemment, vous n'aurez pas le bénéfice du redressement limité. Donc en synthèse, concrètement, redressement sur l'intégralité du collège, sauf en cas de bonne foi d'erreur involontaire, et à ce moment-là, 2 cas, soit c'est 3 fois per capita par tête, et puis quand il s'agit de sujets de production de justificatifs de dispense, 1,5 fois on voit bien là que le législateur, en fait, il essaie quand même il comprend bien que la législation elle est difficile, donc il tend un peu une bouée de secours donc aux employeurs en disant bon, je comprends bien que c'est très difficile, donc je vous aide un petit peu. Par contre, bien entendu, cette aide elle ne s'applique pas si vous avez déjà fait l'objet d'une observation, ainsi que si on a constaté un abus de droit, un obstacle au contrôle URSSAF, bien entendu, et une situation de travail dissimulé, ce que détestent les URSSAF. Donc, si l'obstacle a été constaté sur les 5 années qui précèdent, il n'y aura aucune tolérance et donc pas de bouée de secours. Donc, pas de rêve. Non. Alors, c'était une mesure qui était plutôt favorable aux entreprises. On arrive à d'autres mesures dans l'article 22, 3 mesures qu'on a sorties, mais une essentiellement qui est là, un peu plus
sensible au budget et au portefeuille des entreprises, c'est les 50% de financement par l'employeur. On avait connu pas mal de discussions courant 2015 sur l'esprit de la loi. Et là, l'Assemblée nationale, le Sénat se sont mis d'accord. C'est peut-être une des rares points sur lesquels ils n'ont pas été en désaccord et on arrive vraiment à une position stricte et inflexible. Et dure, oui. Alors, faisons un peu d'histoire. Pourquoi on se pose cette question de 50% de financement employeur? Parce que la loi de sécurisation de l'emploi avait déterminé qu'à horizon 1er janvier 2016, il devrait y avoir des frais de santé pour tous avec un panier de soins minimum. Tout le monde connaît cette problématique pour le 1er janvier 2016. Il avait été prévu donc un article L907 du Code de la Sécurité sociale qui déterminait que les entreprises qui n'avaient pas de régime de frais de santé devaient en avoir un au plus tard le 1er janvier 2016, avec un panier de soins minimum qui serait déterminé par décret. Le financement de cette garantie serait à hauteur minimale de 50% par l'employeur. Point. Nous, quand nous lisions ce texte, nous comprenions donc que si une entreprise n'avait pas de régime et mettait en place le régime frais de santé pour tous avec les paniers de soins minimum, eh bien elle devait prendre au moins 50% de ce panier de soins minimum à sa charge. Comme nous avons beaucoup de clients, par définition, parce que c'est déjà nos clients, qui ont déjà des régimes de frais de santé, et souvent des régimes de frais de santé bien supérieurs au panier de soins minimum, parce que le panier de soins minimum, comme son nom l'indique, est quand même assez bas, s'était posé la question pour certaines de ces entreprises, mais moi je ne finance pas à hauteur de 50%, je finance à hauteur de 40%, mais pour un régime bien supérieur. Est-ce que je suis obligé de financer aussi 50%? On avait fait une réponse en deux temps, en disant écoutez, si vous voulez une position très sécure, moi je vous dirais faites 50% même de votre régime bien supérieur. Mais cependant, la rédaction du texte, tel que rédigé l'article L907 est quand même assez clair. Il mentionne bien un régime de frais de santé minimum avec un panier de soins minimum et la couverture de ce régime doit être de 50%. Donc si je lis en français, la couverture de ce régime, c'est bien le régime minimum, donc vous pourriez ne pas être obligé de financer à hauteur de 50% dès lors que vous êtes bien au-dessus. Et dès le début, on a eu des attaques sur la compréhension des uns Oui, et des autres. tout de suite. Nous, on a tout de suite dit, cependant, cette interprétation, elle est envisageable, mais pour autant, tous les débats qui ont lieu au cours des matinales juridiques, au cours des rendez-vous employeurs-salariés, et dans ces débats, s'il se trouvait le directeur de la sécurité sociale, Thomas Fatome, et qui prenait la parole sur ce sujet, laissait entendre que lui, dans sa compréhension du texte, c'était 50% financement employeur total, quelle que soit la cotisation, même si elle était bien supérieure. Donc on était quand même obligé de dire, attention, il y a quand même un risque. Si on avait choisi une interprétation littérale et se limiter au panier de soins, il y a quand même un risque parce qu'on sait que le directeur de la sécurité sociale, lui, il veut que ce soit 50% au global. Alors évidemment, il veut ce qu'il veut, mais pour autant, le texte, il était quand même pour nous. Eh bien là, les rédacteurs de la loi de financement de la sécurité sociale nous ont coupé l'herbe sur le pied en changeant les mots de l'article L907. Ils ont finalement tout à fait bien digéré notre réflexion intellectuelle qui était de dire, écoutez, c'est écrit, il faut mettre en place un panier de soins minimum, le régime doit être financé au moins 50% par l'employeur pour ce régime, donc c'est bien le panier de soins minimum qui est concerné. Donc on a un moyen de penser qu'on peut faire 50% uniquement du panier de soins. Bertrand, oui. Il faut me redonner le rôle d'animateur.
Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Parce que nous avons eu quelques petits messages nous expliquant que... Hop. Voilà, excusez-nous pour tous ces problèmes. On a de vrais soucis sur le réseau grâce à voix aujourd'hui. Désolé pour cette interruption. Ce que je vous propose, c'est que j'ai l'impression que nous avons été coupés au moment où nous parlions du 50% employeur. Pascal nous avait brillamment, mais là du coup uniquement pour les personnes qui étaient présentes dans la pièce. Donc ce que je propose, Pascal, c'est que on recommence et qu'on reprenne l'historique. Donc tu nous disais qu'il y avait l'esprit de la loi et on l'avait interprété. Oui. Et je vais aller plus rapidement. Il y a une problématique qui est issue des paniers de soins et des frais de santé pour tous à horizon 1er janvier 2016. C'est que l'article L907 du Code de la Sécu prévoyait que pour ce panier de soins, il fallait un financement patronal de 50%. Point. Donc, c'est rapidement posé la question, oui, mais moi, entreprise X, qui a un régime bien supérieur au panier de soins minimum, est-ce que je suis quand même obligé de financer à hauteur de 50%? Parce qu'évidemment, 50% de 15 €, ça fait 7,50 €, mais moi, je finance 40%, mais de 100 €, ça fait 50 €, c'est quand même pas, je suis bon. Parce qu'un panier de soins, c'est entre 15 et 20 €. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous avions répondu, a priori, après en avoir parlé avec la direction de la Sécurité sociale, qu'il y avait un vrai débat, parce que la direction de la Sécurité sociale voulait absolument que ce soit 50% de la cotisation, quelle qu'elle fût. Bien, malheureusement pour la direction de la Sécurité sociale, le texte ne disait pas ça. Le texte était, si on le lisait de manière littéraire, c'est bien écrit 50% du financement du panier de soins. Donc nous, on disait aux entreprises, vous avez deux options. Soit vous prenez l'option zéro risque et vous allez à 50% de la cotisation, quelle qu'elle fût, et ça peut représenter un gros coût pour vous si vous étiez à 35 ou 40. Parce que je sais que la direction de la Sécurité sociale souhaite orienter le législateur vers ce point, soit vous vous en moquez et vous tenez au texte, et le texte vous permet de vous défendre si vous financez une somme qui est équivalente à 50% du panier de soins. Malheureusement, voyant que notre argumentation se répandait sur le marché, c'est l'argumentation qu'on entendait chez tous les assureurs, chez tous les courtiers. Oui, parce qu'il y avait quand même un impact budgétaire pour certaines entreprises. Qui pouvait être énorme. Pas neutre. Et notamment dans le cadre des discussions qu'on peut avoir dans la refonte des régimes dans le cadre du contrat responsable. Oui. Ce point semblait poser problème à la direction de la Sécurité sociale et donc ils ont coupé court à tout débat et ils nous ont coupé l'herbe sous le pied en changeant le texte. Et donc là, la loi de financement de la Sécurité sociale a modifié la grammaire et le vocabulaire de l'article L907 qui désormais ne dit plus la couverture du panier de soins devrait être prise en charge à hauteur de 50%, mais qui dit la couverture collective obligatoire du salarié devra être prise en charge au moins à 50% par l'employeur. La couverture collective obligatoire du salarié, la couverture, donc n'importe quelle couverture dès lors qu'elle est obligatoire. Et ça, c'est un des seuls points, Florence, sur lesquels l'Assemblée nationale et le Sénat sont complètement d'accord. Tout à fait. Donc, quand on parlait justement de l'analyse de l'esprit de la loi, là, c'est quelque chose sur lequel on en reviendra plus. Non, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et de toute façon, si vous voulez, déjà à l'époque du vote de la loi, lors des débats parlementaires, même s'ils ont écrit une chose, il était question effectivement que les parlementaires avaient compris, eux, dans la rédaction, quand ils ont écrit le texte de loi, ils voulaient dire c'est 50% dans l'absolu. Et c'est ce qui était ressorti lors des débats parlementaires, mais c'est effectivement pas ce qu'ils avaient écrit. Donc il y avait une réelle confusion et on pouvait... il y avait un doute. Il y avait un gros doute. Et il était quand même non négligeable si le législateur arrive à se dire il faut que je modifie la loi pour balayer tous les argumentaires de... Alors maintenant, le doute a disparu, mais est-ce que j'ai quelques mois, quelques années pour me mettre en conformité, tranquillement? Alors, l'opposition avait demandé, notamment à l'Assemblée nationale, des délais supplémentaires, puisque la question a été tranchée que maintenant avec certitude. Le législateur et donc le gouvernement, principalement, a refusé tout délai en soutenant, mais il n'y a pas de modification, c'est toujours ce qu'on a voulu dire. Bon, certes, on n'a peut-être pas été clair, mais on a modifié le texte pour que ce soit parfaitement clair et pour qu'il n'y ait plus de doute. Donc finalement, vous n'avez pas de possibilité de délai supplémentaire. Beaucoup demandaient un délai supplémentaire de 6 mois. Et donc, ce qui a été refusé, donc c'est des amendements qui ont été rejetés, tout en sachant que le gouvernement avait tablé depuis une longue date quand même sur la date du 1er janvier 2016 et que revenir sur cette date, ça pouvait être compliqué, surtout que beaucoup d'accords de branche en frais de santé obligatoire entrent en vigueur là au 1er janvier, donc s'il y aurait eu un décalage, peut-être que ça n'aurait pas permis une très grande cohérence de décaler la mesure, même si c'est vrai que ce débat aurait peut-être dû avoir lieu un peu en amont quand même. Alors, une autre question,
on parle du régime obligatoire des salariés. Donc, j'ai une complémentaire, j'ai une surcomplémentaire obligatoire. Qu'est-ce que je fais de ma surcomplémentaire? Alors voilà, on a dit que toute ambiguïté avait été levée. Alors c'est vrai que toute ambiguïté, les ambiguïtés ont été levées sur le 50% financement employeur de base, mais il se pose encore des questions. Première question, comme tu viens de le dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai une surcomplémentaire obligatoire? Notre analyse du texte nous amène à dire qu'il faut également la prendre en charge à hauteur de 50%, puisque le nouveau texte dit bien la couverture collective obligatoire. Donc dès lors que j'ai une couverture collective obligatoire, je dois la prendre en charge à 50%, quand bien même ce serait une surcomplémentaire. Quel que soit l'étage. Quel que soit l'étage. Alors après, on aurait une autre question du coup, parce que je vais plus loin. Dans mon régime de base, j'ai des options facultatives. Oui. Je dois en payer une partie. Alors d'ailleurs qu'elles sont facultatives, de toute façon il n'y a pas de participation de l'employeur normalement, comme elles sont facultatives, elles ont le choix d'adhésion du salarié, et de lors que c'est facultatif, il n'y a pas d'exonération, donc il n'y a pas de participation du salarié. Et puis là le texte vous dit bien de toute façon c'est la couverture collective à adhésion obligatoire, donc toutes les options facultatives, il n'y a pas de participation de l'employeur. Donc c'est assez facile finalement de calculer le montant que je dois mettre, puisque quelle que soit la cotisation qui est payée. Pas tant que ça en fait. Et bien en fait, il y a deux cas à la marche, c'est celui effectivement de la surcomplémentaire obligatoire, et il y a aussi le cas de l'adhésion du lien droit obligatoire. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un régime avec isolé famille, avec famille obligatoire? Alors si j'ai un régime isolé famille avec adhésion isolée obligatoire et adhésion famille facultative, on vient d'écarter le problème à l'instant en disant que dès lors que c'est facultatif, on n'est pas obligé de financer à 50%. Très bien. Donc si j'ai isolé famille, famille facultative, 50% isolé et le reste, c'est pas mon problème. Si j'ai isolé famille avec famille obligatoire, ce qui arrive parfois, parce que pourquoi? L'employeur a décidé de payer un peu plus en famille qu'en isolé, et donc du coup, dès lors qu'il participe un peu plus en famille qu'en isolé, il doit rendre l'adhésion famille obligatoire. Eh bien, une mesure sociale en fait. Tout à fait. Et là, est-ce que je dois également prendre en charge 50% de la cotisation famille? Eh bien, aujourd'hui, il faut dire que le texte a été voté donc le 30, et là on est le 4. Aujourd'hui, ce point n'est pas tranché. On en parle beaucoup dans le milieu d'assurance et on n'a pas de certitude parce que moi j'ai le sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment à ce jour, qu'il faudra aussi le prendre en charge à 50%. J'en ai bien peur parce que le texte dit bien la couverture collective obligatoire. Donc, quand on rend l'adhésion famille obligatoire, c'est obligatoire, donc voilà. Cependant, le texte dit la couverture collective obligatoire du salarié. Alors, est-ce que je pourrais pas considérer que comme c'est du salarié et que ça ne viserait que les cotisations isolées, peut-être que ce point l'emportera. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt pour vous dire avec certitude, ce point-là, je ne peux pas le trancher à ce jour. Le conseil, quand même, c'est d'imaginer la position la plus prudente, c'est-à-dire prendre... Alors, le conseil pour l'instant, c'est... Alors, il faut se dire... Si on ne veut prendre absolument aucun risque, être 100% sécurisé et sans payer aucun problème, effectivement, c'est 50% de l'isolé, 50% de la famille, lorsqu'on prévoit l'adhésion des liens droits à titre obligatoire, idem pour sa surcomplémentaire, 50% du régime de base et 50% du régime surcomplémentaire. Après, il faut aussi, par contre, mettre en perspective quels sont mes risques si je ne respecte pas cette obligation. Alors oui, parce qu'on dit c'est risqué, mais on risque quoi? Alors, à ce jour, nous pensons qu'il n'y a pas vraiment de risque URSSAF. Il n'y aura pas de risque sur le redressement. Pourquoi? Parce que ce texte est issu de la loi de sécurisation de l'emploi. C'est un texte qui oblige à mettre en place un régime de frais de santé pour tous. Il n'est pas intégré dans les articles du Code de la sécurité sociale qui parlent des exonérations de charges. Il est à côté. Donc pour nous, ça ne serait qu'un risque prud'homal. Ça serait un salarié reprocherait à son employeur de ne pas participer suffisamment à son régime de protection sociale. Et donc du coup, il l'attaquerait au prud'homme. Ce n'est pas du tout le problème du contrôleur URSSAF. Il n'est pas marqué dans les articles qui spécifient quelles sont les obligations pour avoir les avantages fiscaux et sociaux que l'employeur doit financer au moins 50%. Donc normalement, un contrôleur URSSAF ne pourrait pas redresser l'entreprise au motif qu'elle ne participerait qu'à hauteur de 30 ou 40%. Ce serait simplement un risque prud'homal. Et je dis normalement, je prends quand même des précautions parce que, je ne suis pas dans la tête du contrôleur URSSAF. 2, c'est tout de même dans le code de la sécurité sociale, c'est pas dans le code du travail. Donc on pourrait imaginer qu'un contrôleur URSSAF se dise « Ah mais moi c'est dans le code de la sécu, c'est donc mon problème, donc je vous pose la question ». Très sincèrement, je pense qu'il aurait tort et qu'il ne l'emporterait pas. J'en ai parlé avec nos avocats qui ont l'air d'être sûrs d'eux. Évidemment, c'est des avocats qui vous disent « Oh, on va gagner ». Enfin, on va gagner, nous, on n'a pas envie d'être embêtés surtout. Donc, sauf que malgré tout, l'esprit de la LSE, c'est bien de prévoir une complémentaire santé payée à moitié par l'employeur. Voilà. Donc, malgré tout... Alors, attention, il y a une différence. Le doute est très faible. Je pense vraiment que c'est un risque
qui reste prud'homme. Voilà, à nouveau, les 50% ne sont pas une condition pour bénéficier des exonérations de charges sociales, à ce jour en tout cas. On ne peut pas complètement exclure que ce sera rajouté, si vous voulez, bien si on voit que la mesure a pas ou peu de succès, et à ce moment-là, ce serait une modalité assez simple pour le législateur de l'inclure dans les conditions d'exonération pour forcer la main des entreprises. Très bien, je crois qu'on va clôturer sur ce sujet des 50%, qui est quand même la bombe pour certaines entreprises, oui. qui éclot et qui explose à quelques jours de la mise en place des nouveaux contrats. Un mois. Et qui peut poser des problématiques de renégociation potentielle de régime, parce qu'une des mesures que peut prendre un employeur pour maintenir son budget, c'est potentiellement de réduire le niveau des garanties. Exactement. Donc, pour ceux qui sont concernés, il faut y réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, quels sont les risques et comment je peux m'orienter sereinement, quelle est la position que je vais adopter. C'est quelque chose qui se discute. Idem pour ceux qui participent à 50% en isolé et à 45% en famille, idem, c'est une question qu'il faut se poser, mais il faut y réfléchir, faut pas foncer non plus dedans. Donc le bon conseil, c'est prenez contact avec vos chargés de clientèle habituels. Oui. Et Pascal et Florence sont de toute façon en support pour accompagner toutes vos réflexions. Oui, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Par exemple, si je suis une entreprise qui avait un régime tout à fait dans les normes jusqu'à présent et que je souhaitais bénéficier de la période transitoire pour le contrat responsable, si demain je suis obligé de modifier ma participation employeur pour la porter à 50% parce qu'elle était à 45%, eh bien je modifie mon acte. Si je modifie mon acte, je perds le bénéfice de la période transitoire. Il y a des impacts importants. Alors que certains clients nous ont déjà demandé, mais qu'est-ce que je risque? Moi, je veux bien me mettre en conformité de 50%, et je ne pourrais pas le faire tout de suite, j'ai pas le temps. Il va me falloir un peu de temps, je vais le faire au premier trimestre ou au premier semestre. Qu'est-ce que je risque? Bien, vous risquez uniquement un recours prud'homal. Donc, ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs, c'est un risque, un recours prud'homal. Cependant, si vous êtes en train de démontrer, notamment aux représentants syndicaux, que vous négociez sur ce sujet et que vous l'avez mis sur la table, vous limitez le risque. Alors, on a nos premières questions qui arrivent que je trouve très fines. Pourquoi une participation sur la surcomplémentaire, si elle n'est pas responsable, elle ne bénéficie pas d'exonération? Donc, quel est l'intérêt de respecter le financement? On vient de dire c'est que le problème n'est pas un problème d'exonération, c'est un problème prud'homal. Et vous avez rendu et tout à fait, vous pouvez avoir une surcomplémentaire non responsable, donc elle n'a pas du tout d'avantages sociaux, pas de problème. Pour autant, vous l'avez rendue obligatoire. Le salarié est obligé d'y adhérer. Et donc, du coup, il va se poser la question de l'interprétation du texte de la 907 qui dit la couverture collective obligatoire sera prise en charge à hauteur de 50%. Alors, ça reste quand même une hypothèse qui est assez peu probable, puisque dans ces cas-là, l'entreprise pourrait toujours répondre je supprime la surcomplémentaire obligatoire et chacun se débrouille. Bon, j'imagine qu'il ne sera pas vraiment très très bien accueilli par ses camarades à son retour. Donc, c'est quand même, mais c'est toujours possible, il faut pas complètement l'écarter. Très bien, alors on va vraiment clôturer sur ce sujet des 50%. D'autres mesures dans l'article 22, une mesure sur les personnes qui travaillent à temps partiel avec plusieurs employeurs, qui était un sujet un peu compliqué en fait en termes de mise en place justement de ces régimes. Comment ça va fonctionner? Alors, il était question en fait de créer donc un nouvel article L911-7-1. Donc ça a été annoncé dès le début du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et c'est un projet en fait que porte un peu le gouvernement depuis un certain temps, notamment concernant donc les salariés à temps partiel et les employeurs et ceux qui ont des emplois multiples. Il était question de créer des cas de figure un peu spécifiques, mais personne ne savait vraiment trop comment s'y prendre, parce qu'il est dans un tel cas de figure très difficile d'avoir une règle universelle qui est susceptible de s'appliquer partout, puisque ce sont des gens qui sont là très peu de temps, ou qui rentrent ou qui sortent, ou qui ont plusieurs emplois, donc c'est toujours des cas de figure un peu à la marge, un peu compliqués. Donc là, le législateur s'est dit, je vais essayer de solutionner quelque chose, ou d'imaginer un dispositif qui va simplifier la vie à tout le monde. Donc là, on est sur un souci de simplicité, tout en ajoutant le souci quand même que je veux que tout le monde soit couvert. D'ici, donc il a été créé un article, donc ce nouvel article L911-7-1, qui en fait détermine que certains salariés qui auront une durée minimale de travail ou une durée de contrat de travail très courte, qui restera à définir donc par décret, auront le choix de ne pas rentrer dans le régime collectif et obligatoire, mais
en contrepartie, ils percevront quand même l'équivalent de la cotisation de la participation patronale en sursalaire. Et cette participation-là sera traitée comme la participation de l'entreprise au régime complémentaire santé, c'est-à-dire qu'elle sera exonérée de charges sociales, non pas par contre exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié, hein, et ça c'est depuis 2013. Alors une chose que je comprends à l'instant, c'est que ça pourrait être aussi le cas de personnes qui sont en intérim court. Alors non, les intérimaires, eux, ils ont un régime de branche spécifique. Donc non, ce ne sera pas, et puis un intérimaire, c'est pas un salarié tout à fait, ou c'est pas le salarié de l'entreprise d'accueil. Donc c'est un cas mais tu as raison quand même, ça va concerner les tout petits CDD. Oui. Parce que quelques jours. Voilà. Exactement. Et on sait que certaines entreprises dont le secteur économique nécessitait ce genre d'embauche étaient très embêtées par la mise en place des frais de santé pour tous, parce que c'était en permanence des gens qui rentraient, qui sortaient dans le régime avec obligation de les couvrir. Ce système permettra de remplacer cette couverture par une espèce de chèque santé, par un financement équivalent à la cotisation dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été dans le régime de protection sociale. Donc en fait, ce sera beaucoup plus simple à gérer pour l'entreprise. Au lieu de faire adhérer en permanence et radier en permanence ces personnels qui ont des temps de travail très courts, 2 jours, 1 jour, 3 jours, eh bien, on leur versera à la place l'équivalent en sursalaire. Alors, question, parce que c'était un point qui était très sensible, notamment dans le cadre de la portabilité. Parce que justement, on avait des salariés qui venaient travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours, un peu plus parfois, mais inférieur à 1 mois, et ils avaient 1 mois compris, minimum, de portabilité. Là, du coup, ils auront Alors là, versement, ils auront le versement de cette participation, mais effectivement, la question de la portabilité ne va pas vraiment se poser, puisqu'ils n'auront pas ouvert des droits au régime, ils n'y auront pas cotisé, donc il n'y aura pas de portabilité. Et bien entendu, le versement de cette contribution, elle est quand même conditionnée à la souscription d'un contrat par la personne à titre individuel, parce que le souhait du législateur, n'oublions pas, c'est toujours de couvrir tout le monde et que tout le monde est un régime frais de santé. Donc pour éviter que le salarié en question rentre et sorte de régime distinct de l'entreprise, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'entreprise, elle va contribuer en fait au financement indirectement du contrat individuel que la personne a souscrit par ailleurs et qu'elle va continuer à garder dans le temps. Alors concrètement, ça veut dire que moi, employeur, quand j'ai ce type de salarié, est-ce que je dois modifier mon acte, prévoir des dispositions particulières, des dispenses? Alors là, on ne sera pas vraiment sur un cas de dispense. Alors, on attend quand même des spécificités. Donc là, le décret, on a eu connaissance du décret qui va fixer un petit peu les conditions. On en a eu connaissance que hier, donc il est assez long et assez compliqué. Donc on va prendre un peu la mesure du dispositif et voir comment il est susceptible de fonctionner. Mais ce ne devrait pas vraiment être un cas de dispense. Ça devrait plus être un cas de figure un peu spécifique qui sera entériné donc d'un point de vue de droit et légalement. Qui s'appliquera. Et qui s'appliquera normalement à tous, voire même il pourrait même être précisé par accord de branche si parfois le législateur aura la possibilité à chaque branche de régir en fait ces cas de figure-là en complément du dispositif légal. Donc sujet encore à suivre avec l'analyse du décret et puis je pense qu'on y reviendra en début d'année pour expliciter un peu les modalités. Voilà, parce que cette dispositif ça entre en vigueur tout de suite, c'est le 1er janvier 2016. Alors, il y avait un sujet qui était un sujet un peu plus simple, c'était le sujet du régime Alsace-Moselle. La réflexion en fait, du législateur, c'est de dire on a bien pris en compte le point, il y aura un décret. Alors concrètement, c'était quoi le point qu'il disait, ce fameux sujet de l'Alsace-Moselle? Alors, il était question en fait de reporter l'application en fait du dispositif de loi de sécurisation de l'emploi pour tous en Alsace-Moselle, compte tenu du fait que le régime est légèrement supérieur, donc le régime de base d'Alsace-Moselle est légèrement supérieur à celui du régime général. Un décret donc, est censé être publié pour prévoir des dispositions particulières. Pour autant, ce décret n'a pas été publié à ce jour, donc tant que celui-ci n'est pas publié, il n'y a pas de disposition particulière spécifique à ce jour. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de décret, c'est 1er janvier aussi en Alsace-Moselle. Mais a priori, tout le monde semble dire que ce décret va arriver et qu'il y aurait un bonus de 6 mois pour l'Alsace-Moselle. C'est le bruit qui court, on l'entend, ok, mais il faut que le décret sorte. Alors, sur l'article 22, donc 3 mesures importantes, une qui est vraiment très très importante, c'est la partie 50% employeur, et une question qui m'arrive, alors je ne suis pas complètement 50%, mais mon CE contribue au financement de la complémentaire santé. Est-ce que je ne pourrais pas mettre cette partie dans le calcul pour être tranquille?
Très bonne question et je vous remercie d'avoir posé. Alors, oui, on s'est posé cette question et justement, c'est tout l'intérêt de suivre au début le calendrier législatif comme Florence l'a exposé. Sur le plan social, on pourrait penser que oui, on peut intégrer la part du CE dans la part patronale parce que les URSSAF ont toujours dit, quand je calcule le plafond d'exonération maximum auquel vous avez droit pour le financement de la protection sociale, j'inclus dedans la participation du CE, je la considère plus précisément comme de la participation employeur. Donc si j'utilise ces mots, je la considère comme de la participation employeur, je me dis bingo, je peux donc rajouter la part CE pour arriver à 50%. Mais non, car justement, il y a eu un amendement qui a été déposé par les sénateurs spécifiquement pour préciser ce point-là, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en disant on va rajouter la part CE pour arriver aux 50%, et cet amendement a été rejeté. Comme cet amendement a été rejeté, on pourra difficilement prétendre que la part CE doit être ajoutée pour atteindre les 50% à la part employeur. En fait, il n'y a pas de doute en fait sur la volonté du législateur. Voilà, tu veux nous dire. C'est ça. Le législateur l'a écarté, donc sinon, s'il voulait que ce soit le cas, il aurait gardé cet amendement. Il ne l'a pas gardé, donc la réponse c'est non, je ne peux pas, bien que ce soit considéré comme de la part employeur pour le plafond d'exonération, je ne peux pas intégrer la part du CE pour atteindre mes 50% employeurs et être libéré de cette problématique. Donc c'était une bonne idée, mesdames, messieurs, mais effectivement à écarter. D'autres mesures qui étaient prévues aussi qui sont prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Alors, bonne, mauvaise nouvelle, en fait, continuité sur les 2,50 €. Voilà, c'est une mesure qui s'était installée pour financer l'avenant numéro 8, et donc le contrat d'accès aux soins, notamment, c'était le plafonnement, en fait, les médecins s'engageaient à plafonner leur dépassement d'honoraires, et en contrepartie, les organismes complémentaires santé prélevaient, en fait, des sommes, enfin, financer ce delta, en fait, ce plafonnement en contrepartie pour que les médecins n'aient pas de manque à gagner trop significatif. Et donc, ça passait notamment par le financement d'une contribution de 2,50 € par personne, par assuré, qui consultait son médecin traitant dans l'année. Et cette mesure n'avait été prévue que pour l'année 2014 et 2015, et donc là, elle a été prolongée pour une année supplémentaire. En fait, c'est notre nouvelle vignette santé, et je me faisais la réflexion qu'elle a coïncidé avec la disparition de la vignette sur les médicaments. Donc, effectivement, c'est la prolongation du sujet. L'article 22 bis, qui lui concerne également des travailleurs handicapés, mais dépendant du code de l'action sociale et des familles, donc à ne pas confondre avec des salariés ayant un statut de travailleur handicapé. Il faut bien faire attention, donc ce ne sont pas des salariés, ces personnes-là ne relèvent pas du code du travail, ils relèvent du code de l'action sociale et de la famille. Ce sont souvent des personnes qui ont des handicaps assez lourds et qui travaillent dans des centres d'accueil spécialisés du type ESAT. Voilà. Donc la question se posait. Et là, le législateur se dit on va vraiment traiter le sujet. On s'était posé la question de est-ce qu'ils sont concernés par la généralisation de la complémentaire santé, mais on s'était quand même posé des questions de pratique un peu complexes. Comment imposer un régime fondé sur un acte de droit du travail à des personnes qui n'en relevaient pas et qui parfois peuvent être incapables majeurs avec tous les sujets d'acceptation d'acceptation et de consentement. Donc on s'était vraiment posé la question, et bien le législateur, en fait, un peu indirectement, il s'est posé la question lui-même en disant un rapport serait établi pour réfléchir à étendre ou pas la généralisation de la complémentaire santé à ces travailleurs, donc ce qui de façon laisse supposer qu'ils ne l'étaient pas au départ. Alors, juste précision, on l'a dit au début, mais que ce soit clair pour tout le monde, il ne s'agit pas de notre collègue de travail qui se trouve être un salarié handicapé et qui travaille dans l'entreprise avec vous. C'est vraiment le statut de travailleur handicapé qui est différent de salarié ayant un handicap. Et travailleurs handicapés, ce sont des personnes qui sont visées, donc, comme tu as dit au début, par le Code de l'action sociale et qui travaillent dans des structures spécialisées. Voilà. Alors, un autre article relativement accessoire, mais qui n'est pas neutre en fait en termes d'esprit, c'est l'article 61 sur la fraude. C'est que les organismes en fait sont incités, tous les organismes étatiques en fait, l'URSSAF, les caisses d'assurance maladie, vieillesse, sont incités à communiquer les unes avec les autres, notamment sur les fraudes. Si une constate une fraude, elle le communiquera aux autres, et ça pourra avoir des incidences financières à répétition. Alors, une mesure qui est aussi une mesure assez phare en fait de cette loi de financement de la sécurité sociale. Alors, j'ai découvert la dernière fois que tu nous en as parlé que tu appelais ça la Puma, Florence. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce nouveau Cougar Puma qui arrive? Alors oui,
alors j'ai découvert ça avant-hier lorsque j'ai lu ça un petit peu sur les exemples qui étaient donnés donc sur l'actualité, et donc ils lui ont trouvé un joli petit nom qui s'appelle la PUMA, c'est la protection universelle maladie, et je me souviens plus du nom, quoi, mais effectivement son petit nom, la PUMA. Et en fait, ici, il s'agit de simplifier les démarches administratives des assurés auprès des différentes caisses. Donc, les modalités d'accès à la couverture santé, elles ne changent pas. C'est toujours les mêmes. Toutefois, en fait, les démarches administratives entre chaque régime vont être facilitées. Donc, chaque régime, j'entends, c'est par exemple le régime agricole, le régime des marins. Ce qu'on appelle le RO, en fait. Exactement. Le régime obligatoire. Voilà, là, on parle vraiment au niveau des caisses d'assurance maladie. Vous avez différents types de régimes, toujours un petit peu plus complexes les uns que les autres. Et basculer d'un régime à un autre, ça peut être parfois être assez difficile, voire vous avez des trous de couverture, voire vous pouvez même être amené à demander la CMU parce que vous n'avez pas, par exemple, vous étiez travailleur agricole, vous avez perdu votre emploi, là vous n'avez plus de droit au régime agricole, donc vous devriez normalement basculer au régime général, mais vous n'avez pas cotisé au régime général, donc vous n'avez pas de couverture, donc il faut aller à la CMU, enfin c'est très très compliqué, et le législateur avait constaté que les caisses étaient relativement noyées par des demandes administratives des assurés chez de basculement de régime. Donc, et surtout, elle a constaté qu'il y avait des trous de couverture qui étaient assez pénalisantes pour les assurés. Donc, le souhait en fait, de cette couverture maladie, c'est de simplifier toutes ces démarches administratives et de permettre le basculement d'un régime à un autre sans problème. Donc, le dossier de presse donne un exemple de comment ça va se passer. C'est-à-dire que par exemple, un salarié agricole qui perd son emploi peut être amené, s'il n'a pas retrouvé d'emploi au bout d'une période de maintien de droit, à devoir demander la CMU de base pour obtenir une couverture maladie. Donc il doit alors changer de caisse pour passer au régime général. Il en va de même pour un artisan ou un exploitant agricole qui devrait arrêter son activité sans retrouver d'emploi. Avec la réforme de la protection universelle maladie, ces personnes conserveront leur droit à la couverture maladie sans démarche de leur part et sans changement de caisse et sans rupture de droit. Donc c'est vraiment on va sur une simplification administrative pour éviter d'avoir des trop de démarches en ce sens. Et vous avez aussi principalement une mesure aussi assez intéressante, c'est que dorénavant chaque personne sera considérée comme un assuré et aura sa propre carte vitale et son propre compte avec ses propres remboursements, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à maintenant, notamment lorsqu'on était ayant droit au sens de la sécurité sociale de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas soi-même et qu'on bénéficiait des droits de sécurité sociale par ailleurs. Bon, changement de philosophie, Pascal. Hein, oui, il y a deux choses qu'il faut retenir sur ce point. C'est que premièrement, on met un terme quasiment définitif à la vieille approche de la sécurité sociale française qui, et on l'a carrément oublié au départ, est un système de salariés. Et qui maintenant devient un système de plus en plus universel. C'est plus le statut de salarié qui vous donne droit à la protection sociale, c'est le statut de citoyen. Donc on va de plus en plus vers ça, et ça c'est une des dernières touches. Et deuxièmement, comme l'a dit Florence, chacun dorénavant donc sera considéré comme un assuré social, et c'est à horizon très proche. Hein. C'est d'ici 2020, c'est ça? Alors, je me souviens bien. Les simplifications administratives dont moi j'ai parlé, c'est au 1er janvier 2016. Et les modifications sur les statuts d'ayants droit, c'est jusqu'en 2020. Et ce problème sur les ayants droit est intéressant pour nous en protection sociale complémentaire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des contrats qui permettent une cotisation isolée et également une cotisation famille, mais qui prévoient quelque chose entre les deux, une cotisation pour l'ayant droit qui n'est pas assuré social au titre de la sécurité sociale. Avec, dans ces cas-là, il n'y a pas de participation employeur, mais une possibilité d'adhérer à un paiement uniquement sur le salarié. Et donc du coup, cette notion va disparaître, puisqu'il n'y aura plus de personnes qui correspondront à cette définition à l'horizon 2020. De la prise en charge de la sécurité sociale. Et donc du coup ça va disparaître, donc ça voudra dire que ces contrats-là ne pourront plus être conservés dans cet état. Donc des petites modifications. Petites modifications à la marge, et donc chacun aura sa carte, son propre numéro d'assuré, ses propres remboursements, et ce dès 12 ans, et ce qui permettra des démarches un peu plus simples, notamment pour les parents séparés. Donc l'enfant aura sa propre carte de sécurité sociale, ce qui évitera des difficultés de prise en charge lorsqu'il est inscrit sur le numéro de sécurité de madame et qu'il est chez monsieur, ou inversement pour le week-end et qu'il lui arrive quelque chose. Alors le sujet suivant, c'est une modification c'est un amendement un peu du dispositif et des modalités qu'il y avait
sur l'article 4 de la loi E20, parce que quand ça avait été voté, il y avait une volonté du législateur de conserver un tarif raisonnable pour les personnes qui sortaient de l'entreprise, que ce soit pour des retraites ou même du chômage. Et on avait placé la barre à un tarif à 150% du tarif payé employeur plus salarié avant son départ. Et là, petite mesure qui va faire grincer quelques dents chez nos amis assureurs. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est un problème qui repose sur les assureurs. Ce n'est pas dans le loi de financement de sécurité sociale, c'est à part, dans le dossier de presse, mais on nous a parlé de décret en même temps que ce sujet, sur la loi de financement, et on a vu le projet de décret par ailleurs, et de quoi s'agit-il? L'article 4 de la loi E20 indique que lorsqu'on bénéficie en tant que salarié d'un régime collectif d'entreprise, on est en droit, dès lors qu'on sort de ce régime et qu'on bénéficie d'un revenu de remplacement, le plus généralement c'est la retraite, mais ça peut également être les allocations chômage. Si je bénéficie donc d'un revenu de remplacement et que j'ai quitté ce groupe, l'assureur a l'obligation de me proposer un autre contrat qui maintient mes couvertures à l'identique et dans un tarif raisonnable qui ne peut pas dépasser 150% du tarif global qui était payé dans l'entreprise. Alors, tarif global, ça veut dire pas nécessairement le tarif que je payais moi, individu, mais le tarif global qui était payé par ma catégorie de bénéficiaires. Parfois, c'est pas toujours la même chose, parce que ça peut être des pourcentages du salaire, et donc là, c'est un tarif moyen, en fait. Et vous pouviez exiger de l'assureur une couverture à l'identique dans un maximum de 150%. D'accord? Eh bien, c'est ça qui est en train d'être remis en cause, parce qu'on souhaite, le législateur souhaite que ce tarif de 150% soit conservé, d'accord, mais étalé dans le temps sur 3 ans. C'est-à-dire que la première année, quand je quitterai l'entreprise, j'aurai le droit d'exiger un maintien à l'identique à 100%, l'année 2 à 125% du tarif global et l'année 3 à 150%, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ça a l'air d'être très avantageux, ça l'est. Mais il faut savoir que déjà les 150% étaient quasiment inatteignables par les assureurs, parce qu'on a des populations complètement différentes. Je vous l'ai dit, les bénéficiaires de l'article 4 de la loi E20, la plupart du temps, ce sont des retraités. Or, tous les tableaux d'analyse médicale vous le diront, mais c'est absolument limpide entre un homme ou une femme de 40 ans et un homme ou une femme de 60 ans, donc qui est potentiellement en âge d'être à la retraite, même si la retraite c'est plutôt 62-65 ans, mais déjà à 60 ans c'est pas tant, la consommation médicale est doublée. Donc vous avez 2 fois plus de consommation entre 40 et 60 ans. C'est normal, c'est l'âge, c'est la vie. Conclusion, ce tarif de 150% qui déjà s'appuie sur un groupe d'entreprises composé de jeunes actifs, si on l'applique à un groupe de retraités, c'est très difficile pour l'assureur de tenir dans les clous. Alors si en plus de ça on descend à 100% pour les jeunes retraités, 125, la deuxième année 150, ça va être quasi mission impossible. Surtout que les seuls qui ont une consommation médicale qui est encore raisonnable pour un assureur dans ces tarifs-là, bien entendu, ce sont justement les jeunes retraités, donc c'est-à-dire les personnes qui ont entre 60 et 70 ans, qui ont une consommation médicale qui est certes plus importante qu'un actif de 30-40 ans, mais qui reste tout à fait correcte. En revanche, au-delà de 70 ans, on sait que c'est la vie, malheureusement, c'est à ce moment-là que les dépenses médicales sont les plus importantes. Et donc, il y avait un équilibre dans ces contrats entre les jeunes retraités et les retraités plus anciens. Cet équilibre-là, il est quasiment rompu puisque les jeunes retraités vont payer le même tarif que les actifs. Et donc là, je ne sais pas comment on va conserver l'équilibre de ces régimes. Alors j'en profite, petite piqûre de rappel pour moi-même, puis pour certains d'entre vous, j'imagine. Il y a une obligation d'information du salarié, soit de l'assureur, soit de l'employeur. Alors, jusqu'à maintenant, il y a quelques années, c'était au salarié de solliciter l'assureur afin de bénéficier de ce régime. Et donc, il y avait bien une obligation d'information de l'employeur en ce sens. Il devait avoir communiqué à un moment ou à un autre l'information de l'existence de ce produit afin que le salarié soit en mesure de le demander à l'assureur. Soit, on va dire que ça a été renversé, et maintenant c'est à l'assureur de contacter chaque salarié qui quitte l'entreprise afin de lui proposer le dispositif OE20. Donc aucune obligation pour l'employeur? Non, après bien entendu, les assureurs peuvent être de mauvais élèves s'ils n'aiment pas trop ce dispositif, donc on invite toujours les entreprises quand même à évoquer à un moment ou à un autre l'existence de ce dispositif pour être sûr de ne pas se faire reprocher un défaut dans l'obligation d'information. Très bien. Alors justement, un autre article, l'article 21, qui lui a fait couler beaucoup d'encre dans la profession, c'est les fameux contrats labellisés pour les 65 ans. Là, définitivement, c'était un des points de discorde entre l'Assemblée nationale et les sénateurs. Exactement. Donc, il s'agit ici de formaliser, le législateur a souhaité donc favoriser la souscription
de contrat complémentaire santé pour les plus de 65 ans. Donc initialement, il a été créé donc un système d'exonération d'impôts lorsqu'on souscrivait ce type de contrat. Une aide en fait. Et voilà, une aide fiscale. Et par contre, c'était sous condition de souscrire un contrat qui allait remplir un certain type de cahier de charges bien déterminé à l'avance par le législateur, un peu comme ce qui a été conduit sur le dispositif d'aide à l'acquisition de la complémentaire santé, avec un appel d'offres bien précis, des offres tamponnées qui étaient susceptibles d'ouvrir droit au dispositif. Et en gros, si elles ne sont pas elles n'ont pas été tamponnées, ça veut dire qu'elles n'ouvrent pas droit au dispositif en tant que tel, ou elles ne sont pas compatibles. Donc c'est ce que le législateur souhaitait initialement, donc c'est sur quelque chose de très défini, de très précis, mais forcément qui dans ces cas-là très peu de choix et un nombre limité d'offres. Finalement, est-ce que c'est intéressant, ça se débat. Toutefois, les sénateurs, eux, ne voulaient pas entendre parler de cette procédure d'appel d'offres avec un cahier des charges, et ils voulaient laisser en fait les retraités choisir de bénéficier d'un contrat où ils veulent, peu importe, et qu'il y aurait un crédit d'impôt, quel que soit le contrat souscrit, dès lors qu'ils avaient plus de 65 ans, en fait, c'était beaucoup plus facile dans un certain sens, un peu plus intéressant. Toutefois, le gouvernement est n'a pas voulu renoncer à son idée de contrat prédéterminé ou prémoulé. Il est revenu sur il partait plutôt sur quelque chose d'un peu plus souple qu'initialement, c'est-à-dire qu'il a retenu l'idée de contrats labellisés, c'est-à-dire des contrats qui rempliront quand même un certain nombre de cahiers des charges, mais ou un cahier des charges mais moins contraignant que ce qui avait été prévu initialement, donc ça permettra d'avoir beaucoup plus d'offres. Toutefois, comme il y aura plus d'offres, donc ce sera un peu plus souple, eh bien l'exonération ou l'avantage fiscal, eh bien il en a un peu souffert et il a été significativement réduit. Puisqu'on initialement, le législateur proposait donc avec ses contrats prédéfinis un crédit d'impôt fixé à 2% des primes. Or, avec ce nouveau contrat labellisé, donc un peu plus souple et un peu plus ouvert, maintenant c'est plus que 1% des primes hors taxe. Qui sur une couverture à peu près à 1000 euros, 1200 euros, va faire 10-12 euros d'avantage fiscal. Exactement. Ça ne va pas mettre fin au marché. Non, voilà, tout à fait. Très bien. D'autres mesures qui sont annoncées dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale, c'était une petite annonce officielle, mais sur des retards pour la DSN. Exactement, qui ont entériné un retard déjà annoncé. C'est donc là, il est annoncé un calendrier d'entrée progressive pour la DSN fixé, donc il va être déterminé par décret en fonction pour des toutes petites structures, donc TPE, PME, selon qu'elles ont recours à un expert comptable, un tiers, pour établir leur déclaration sociale. Voilà. Alors là, on était sur la phase 2 de la DSN. Exactement, qui prend du retard. Voilà, qui prend du retard, qui est la déclaration avec dégénéralisée en fait. C'est vraiment la phase centrale de la DSN. Et puis la phase 3, qui était la phase suivante, elle, on ne dit pas qu'elle est en retard, parce qu'il était prévu qu'elle se lance effectivement à partir de janvier, mais au final, on dit qu'elle va se lancer avec des pilotes. Voilà, elle est lancée, mais en phase pilotage avec certains, et l'objectif, c'est quand même de compenser un petit peu le retard qui a été pris jusqu'à maintenant, mais bon, pour une entrée en vigueur en 2017, je ne suis pas forcément très optimiste là-dessus. Donc, phase 3, il s'agissait de tout ce qui était transmission des arrêts de travail et certains aspects des cotisations. Voilà, nous en finissons avec les principales mesures de cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il y avait des mesures qui étaient encore attendues, et là, Pascal, la première, c'est l'annonce habituelle, quid de notre pacte et de notre PMSS pour 2016. Alors, tous les ans, le PMSS, qui est le plafond mensuel de la sécurité sociale, est revalorisé. On n'a pas encore le chiffre définitif, mais on a le rapport de la commission des comptes qui a fait sa proposition, et dans 99% des cas, c'est ce chiffre qui est retenu. Donc, a priori, il serait revalorisé de 1,5% par rapport à celui de 2015, et atteindrait donc la somme mensuelle de 3 218 €, et donc une valeur annuelle de 38 616 €. Donc 3 218 €, ce serait le nouveau PMSS en 2016. Alors, le deuxième point, c'est un petit rappel, tu nous le dis à chaque fois, Florence, un petit rappel sur la cohérence du dispositif. Voilà, n'oubliez pas, donc le 1er janvier 2007, c'est quand même une année charnière assez importante. Vous avez donc les mises en conformité avec le contrat responsable qui vont débuter de façon très précise.
Notamment donc tous les contrats individuels normalement devront basculer aux contrats responsables, ainsi que les contrats collectifs facultatifs. Et ce ne sont que les contrats obligatoires qui peuvent bénéficier de la période transitoire. Et vous avez également, comme on l'a dit tout à l'heure, la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016. Donc c'est vraiment des petits rappels pour ne pas oublier que c'est une date importante. Donc concrètement, petit conseil, si jamais vous êtes un peu perdu dans toutes ces dates, ces délais, ces périodes transitoires, appelez vos chargés de clientèle qui pourront vous guider, vous conseiller, vous donner un peu plus d'éclaircissement sur le sujet. Le troisième point, Pascal, je te propose de porter le chapeau pour tes retraites. Oui, on a l'habitude de faire porter le chapeau. Alors, il y a une bonne nouvelle pour les salariés, les entreprises qui avaient mis en place ce qu'on appelle un régime article 39 ou un régime de retraite à prestations définies. Ces régimes sont dans l'œil du cyclone depuis un certain temps et donc ils subissent des taxations qui sont de plus en plus sévères. Notamment la dernière, c'était une taxation de 45% sur les rentes qui excédaient 8 fois, alors c'est vraiment des sommes énormes, hein, les rentes qui excèdent 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour info, en 2016, le plafond annuel ce sera 38 000 €, donc c'est 8 fois 38 000 €. Et pour ces rentes-là, il y avait une taxe de 45%. Eh bien, cette taxe a été jugée inconstitutionnelle suite à une question prioritaire de constitutionnalité, et donc elle a été annulée par le Conseil constitutionnel, non pas parce qu'elle était considérée comme confiscatoire, c'était l'élément avancé, mais parce qu'elle était applicable dès le 1er euro, en fait, pas uniquement sur la partie qui atteignait il n'y a pas de progressivité. Voilà, exactement. Dans la Donc cette rente a été annulée. Alors la bonne nouvelle entre guillemets pour ceux qui étaient chargés de la payer en tout cas, c'est que elle était payable à la fin d'année, donc elle n'a pas encore été payée normalement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le taux autrefois sur ce niveau de rente était de 30%. Mais là, c'est pas le passage de 30 à 45% qui a été jugé inconstitutionnel, c'est la taxation en elle-même, parce qu'en fait elle n'est pas progressive. Donc ça veut dire que dorénavant, on revient pas à 30%, qui est l'ancien chiffre, c'est qu'on revient à 0 en fait. Il n'y a plus du tout sur ce point-là, en tout cas, hein, pas sur les autres niveaux de taxation sont conservés, mais ce niveau-là de taxation, il passe à 0. Jusqu'à ce qu'il soit repris en main, puisque nécessairement, on ne va pas rester, je ne pense pas qu'on reste dans ces situations-là très longtemps. Mais il y a peu de doutes sur l'idée que le gouvernement lâche, en tout cas sur ce au minimum, on reviendra à 30%, mais, ou alors on corrigera dans le sens que le Conseil constitutionnel souhaite, c'est-à-dire qu'on mettra une progressivité, mais certainement ça va revenir, mais pour l'année 2015, a priori, il semblerait que ce soit effacé. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet qui a été une espèce de sujet rémanent pendant toute l'année et puis qui dure, c'est le projet de loi de santé de Marie-Claude Touraine, avec un point d'achoppement véritablement avec les professions médicales, c'était le tiers payant des médecins, des médecins. Exactement. Alors où est-ce qu'on en est? Parce qu'on ne sait plus trop en fait. Alors elle est toujours en cours de vote, il faudrait que je me repose dessus, puisque l'Assemblée a quand même commencé à travailler dessus depuis mardi. Début de semaine. Exactement. Effectivement, la mesure qui fait vraiment problème, c'est les médecins et le tiers payant qui ne souhaitent pas le faire. Et apparemment, ils ont aussi annoncé que de toute façon, même si la loi était entérinée là-dessus, ils ne l'appliqueraient pas quand même. Il faut voir après s'il en est exactement. C'est vrai que il s'était passé une espèce de fronde également sur la carte vitale, donc on peut imaginer que ce soit compliqué à mettre en œuvre. Donc projet de loi de santé qui repart en discussion, mais voilà, on fera un point lors d'un prochain WebEx sur où on en est et qu'est-ce que ça apporte. Très bien, ben voilà, on finit avec tous ces points et on avait une question qui correspondait à un slide 11 sur, alors je vais y revenir, c'était sur la loi E20 et cette fameuse progressivité du tarif. On me demandait pour les salariés qui étaient en portabilité, qui avaient un maintien de droit, à partir de quand commence l'année 1 en fait des 100%, je vais revenir sur le slide. Alors, comment le dispositif loi E20, il se demande dans les 6 mois qui suivent la fin de la portabilité, puisque la portabilité étant mutualisée, donc le dispositif de la loi E20, il va s'appliquer qu'à la fin de la portabilité. Donc je finis ma portabilité et l'année 1, j'ai 100% garantie sur c'est bien l'année d'après. Exactement, tout à fait. Et ce qu'on a annoncé sur ce slide, donc c'était
la progression qui est envisagée, elle devrait être entérinée, le projet de décret dont on a eu communication entérine cette progression-là ici de 100, 125, 150. Et d'ailleurs, mais quand on calculera les 100%, on ne les calculera pas par rapport au moment où la personne a quitté l'entreprise, mais bien par rapport au tarif qui est appliqué au jour où elle bénéficie de l'article 4. Donc si pendant les 6 mois, le tarif global a augmenté, ce sera les 100% de ce tarif. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci en tout cas de votre participation. Je rappelle que nous étions le 3 décembre, que nous avons reçu Florence Samin et Pascal Alberola de la direction juridique de Grâce à Voix. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé très clair. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques de son et de connexion. On est vraiment navrés. On espère que malgré tout, vous avez pu suivre dans de bonnes conditions ce webinaire. Nous aurons l'occasion forcément de revoir Pascal et Florence, de les réécouter pour nous parler de toutes ces mesures qui sont encore un peu en suspens et qui risquent d'arriver. Pascal, peut-être le dernier mot pour nous synthétiser les principales mesures qu'il faut se rappeler pour cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Moi, j'insisterai sur 2-3 points. Premier point, un assouplissement des redressements en cas de contrôle URSSAF, et ça c'est très intéressant pour les entreprises, on habite dans des cas particuliers malgré tout. Deuxième point, le 50% participation employeur sur la totalité de la cotisation, quelle qu'elle fût, quand bien même j'aurai un régime bien plus avantageux que le panier de soins minimum. Ça c'est très impactant pour les entreprises et c'est tout de suite, c'est le 1er janvier 2016. Le risque est un risque prud'homal. Si j'ai pas le temps de me mettre en conformité, parce que c'est demain le 1er janvier 2016, eh bien je le fais au plus vite pour limiter les risques prud'homaux. Et si je devais garder encore un troisième point, ce serait peut-être cet article 4 de la loi E20, mais ça c'est plus un problème pour l'assureur qui risque de peser lourd dans les comptes. Très bien. Merci en tout cas pour vos interventions. Merci à tous. Je vous rappelle que vous allez pouvoir télécharger le support tout de suite derrière ce WebEx. Merci de votre attention. Bon appétit et toutes nos excuses encore pour ces problèmes techniques. À bientôt. Au revoir.